Donc, l'idée était qu'on passe maintenant la parole à deux collègues médecins qui sont passés du côté obscur et ont fini par se laisser convaincre d'utiliser un système informatique. On va peut-être d'abord laisser la parole à Frédéric, qui va nous décrire son parcours de sceptique jusqu'à utilisateur. Moi-même, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, bonsoir à tous. Je dois dire que quand on m'a invité à venir ce soir, je me suis dit, oh là là, de quoi je vais parler? Et puis finalement, la semaine s'écoulant, je me suis dit, bon, bah, finalement, on a quand même fait, nous, un gros travail, parce qu'en 2018, finalement, il me semble que c'est l'année où la loi RGPD, justement, est tombée en mai. Eh bien, nous avons ouvert effectivement la maison de santé à Verne-sur-Sèche et s'est posé la question, avec le système informatique partagé, en tous les cas, système d'information, tout ce que nous devions mettre en place pour répondre aux accords conventionnels interprofessionnels, en tous les cas au niveau des maisons de santé. Mais effectivement, nous avons dû travailler sur l'information, en tous les cas, toutes les données de santé. Alors, en fait, nous, en cabinet médical, ben, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a l'information, celle que l'on va colliger au sein d'une base de données patients lors de nos consultations, que l'on va alimenter lors de chaque consultation, que les collègues vont alimenter, puisqu'on est on est sur des données patients qui sont partagées entre les professionnels de santé qui interviennent autour d'un même patient. Nous avons aussi effectivement dû développer des messageries sécurisées entre nous. Alors, je vais nommer des noms, type globule, par rapport au fait de l'envoi de SMS effectivement chiffrés ou cryptés entre nous pour pouvoir éventuellement échanger sur des patients à domicile, notamment avec les infirmières, avec toutes les personnes qui interviennent, et de faire de la coordination de soins. Donc, il y a le SIP d'un côté et la coordination. Après, il y a tous les systèmes effectivement de prise de rendez-vous en ligne. Alors, Doctolib en fait partie. Où là, effectivement, quelque part, nous sommes tous, à un moment donné, nous avons dû faire le choix, en tous les cas, de quel opérateur. Donc, pour nous, ça a été Doctolib, effectivement, et je suis là aussi, je pense que c'est parce que Doctolib le connaît. Et effectivement, nous avons dû faire confiance aussi à cette dimension chiffrée des données à ce moment-là. Et puis, il y a aussi tout ce qui est messagerie sécurisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au cabinet, il n'y a plus de papier. C'est-à-dire qu'à la maison de santé, on a détruit tous les dossiers papier. On ne fonctionne plus du tout en papier, donc on n'a plus du tout de papier qui traîne nulle part. Tout est informatisé et tout est numérisé, chiffré, tout se retrouve sur des bases de données qui sont de plus en plus conséquentes. Et puis les messageries sécurisées qui nous permettent de recevoir tout ce qui va être les données de laboratoire, les données de santé, et puis les échanges maintenant avec les professionnels de santé qui fonctionnent très bien dans les deux sens, via jusqu'à un certain temps ApiCrypt, MS Santé qui est en train de prendre le relais. Les deux se combinent un petit peu en ce moment. On va probablement quitter ApiCrypt au renouvellement de la prochaine cotisation pour basculer sur le MS Santé, qui fonctionne ma foi très très bien avec le logiciel métier que nous avons choisi au sein de la structure et qui est effectivement pluri-pro et qui nous permet aussi d'avoir des bases de données patients disponibles sur tablette au domicile des patients. Donc finalement, il y a plein de choses. Alors, le sujet de ce soir, c'était les niveaux de sécurité, parce qu'effectivement, Doctolib, j'ai bien retenu les 4 points importants, le vol, tout ce qu'il y avait. Alors, quand on s'est posé la question, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on devait faire confiance à quelqu'un qui va héberger les données. Alors, c'est un coût, tout a été mis un petit peu dans la balance, et puis finalement, on a décidé de garder dans la structure où nous sommes les données patients pour éviter de les mettre dans les mains de gens, effectivement, que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît à un instant T, mais qui peut-être demain auront d'autres projets par rapport à ces données. Donc, nous, les données, elles sont physiquement chez nous, sur un serveur. Elles ne sont pas en accès web sur un cloud. Et pour nous, ça a permis de protéger les intrusions extérieures, notamment avec des firewalls, tout un tas de trucs qui sont mis en place par l'informaticien. On a limité à une seule machine le lien avec le serveur. C'est la sauvegarde qui reçoit
les copies des données, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un des professionnels de santé de la structure qui a chez lui un disque dur et que ce disque dur-là sauvegarde l'ensemble des données de la maison de santé à distance, ce qui nous fait un doublon. Et on a aussi triplé en fait les données pour sécuriser en tous les cas avec un disque dur qui est à côté du serveur dans la maison de santé, qui est dans un local qui est prévu pour cela et qui est assez central dans le bâtiment et qui, avant de pouvoir y avoir accès, il faut quand même passer pas mal de portes et pas mal de sécurité. Dans le transfert entre les deux postes, qui sont bien identifiés et uniques, hein, les paquets sont cryptés par le fournisseur du logiciel. Hein. Bon, pour nous, ça a été Medistory, hein, je vais le dire, hein, c'est Procov. L'accès au serveur local, on l'a aussi limité, parce que c'est moi qui m'en occupe avec l'informaticien. Donc, on l'a limité à 2 personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 personnes qui ont accès au serveur par des codes d'entrée. D'ailleurs, il y en a plutôt 3 même, pour pouvoir accès aux données du serveur. Donc, il y a moi-même, bien sûr, et puis il y a l'informaticien. On a aussi verrouillé l'accès à des données en fonction du profil de chaque utilisateur. Par exemple, les secrétaires n'ont pas accès aux ordonnances des patients, elles n'ont pas accès à tout un tas de données médicales parce qu'on a considéré que nous, elles n'avaient pas besoin d'avoir à connaître tout un tas de données. Donc, les professionnels de santé n'ont pas accès à tout le dossier patient. Donc, il y a eu des exigences, et puis avec des exigences de consentement des patients. Donc, voilà, ça fait un petit peu beaucoup de choses parce qu'effectivement, quand il faut gérer l'ensemble de tout ça, je dois reconnaître que pour l'instant, on n'a pas eu de problème de piratage ou quoi que ce soit. On a un système qui fonctionne plutôt relativement bien, qui est fluide et qui ne nous donne pas, comme moi je suis amené aussi à consulter dans d'autres structures où ils ont fait le choix de services à distance, où parfois le temps de chargement des données est particulièrement long et pénible en fonction des horaires de la journée. Donc c'est vrai qu'on s'est un petit peu affranchi de tout ça et surtout, on n'a pas un coût mensuel de stockage, de maintenance. On a quelque chose qui me semble relativement efficace, en tout cas, qui répond à nos attentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près aux attentes de la soirée, en tout cas aux objectifs qui m'étaient fixés. Oui, très bien, très bien, très bien, très bien, instructif. On a dans la salle Romain qui travaille à Villejean et qui va venir expliquer son parcours. Oui, peut-être. Bonsoir, donc Roman Ifnecker, je suis médecin généraliste à Villejean, donc un quartier de Rennes. Et je suis ici aussi en tant que président d'une MSP qui couvre le secteur de Villejean et Beauregard, pour ceux qui connaissent la ville. Merci pour l'invitation. Du coup, on m'a aussi sollicité via Doctolib parce que je suis un vieil utilisateur essentiellement de l'agenda et de la téléconsultation, donc de Doctolib. Je passe en dernier, c'est dommage parce que je m'aperçois que je suis absolument nul dans tous les concepts de sauvegarde de données. Si on est très attentif au secret médical au sein de la MSP, tout ce qui est gestion des données informatiques, je pense que personne ne s'est vraiment posé la question. Et je fais partie de ceux qui délèguent, donc notamment notre informaticien, notre logiciel métier. Et je n'ai absolument pas pris de renseignements ou d'informations quelconques sur la sauvegarde de ces données médicales auprès de notre prestataire de logiciel métier qui a bonne réputation, utilisé par des collègues et à qui j'ai fait une confiance assez aveugle. Donc, je vais rentrer avec mon ulcère et parler de tout ça à mes collègues dès demain. Alors peut-être que je suis peut-être le seul, c'est vrai que l'informatique, je suis assez hermétique et la solution de Doctolib à l'époque m'avait convenu parce qu'elle était d'une simplicité enfantine, aussi bien pour l'agenda que pour la téléconsultation. Et là, je suis au courant de nouveaux concepts qu'il va falloir travailler. Sinon, pour le reste, on a des sauvegardes qui sont déléguées à notre informaticien, donc c'est une société d'informatique professionnelle qui gère les cabinets médicaux du quartier, qui fait des sauvegardes quotidiennes. Ne me demandez pas où, je pense sur le serveur du cabinet ou peut-être chez eux. Je n'en sais pas grand-chose. On n'a pas de doublure de sauvegarde, donc si le cabinet brûle, il est flambant neuf, mais je ne sais pas
où sont les données. Et par contre, comme on est une MSP multisite, on a quand même une messagerie sécurisée pour échanger avec les patients parce qu'on a beaucoup d'actions de coordination entre médicaux et paramédicaux. Donc, énormément de dossiers patients alors, le dossier ne circule pas en tant que tel, évidemment, mais en tout cas, beaucoup d'échanges sur des données de santé en ce qui concerne les patients. Et là, par contre, au niveau de la MSP, on est extrêmement rigoureux à n'utiliser que des messageries sécurisées type MS Santé et absolument pas nos boîtes mail personnelles. Là, on est vraiment très vigilant là-dessus et je pense que... Alors, les 10 000 patients, ils sont largement dépassés au sein d'un cabinet. Je suis dans un cabinet qui a ouvert dans les années 60. On a déménagé récemment et on a effectivement détruit les dossiers papier par une entreprise spécialisée dans la destruction de données papier, donc voilà, pas si nul que ça, avec une attestation de destruction officielle en bonne et due forme, disant que ça n'a pas été mis à la déchetterie de Villejean, mais bien broyé en bonne et due forme. Donc voilà, on finit la session. Vous avez des affichages dans les salles d'attente du coup pour, Alors on a un affichage en tant qu'MSP disant que du fait de la MSP, les données médicales des patients peuvent être partagées à d'autres professionnels qui s'occupent du patient et en disant au patient qu'il peut manifester son opposition à tout partage de dossiers. Après, c'est l'éternel problème des affichettes, ceux qui sont perdus au milieu des affichettes, disant qu'on travaille avec la fac, disant qu'on peut prendre rendez-vous sur Doctolib, disant qu'il faut se laver les mains, mettre du gel, mettre un masque. Et peut-être que ça se perd un peu, je ne sais pas si on est très performant sur ces choses-là. J'en profite aussi d'ailleurs pour dire que je n'ai pas du tout identifié Doctolib comme étant possesseur de données médicales, dans la mesure où on utilise, nous, au sein du cabinet, que l'agenda, et donc j'avais bien conscience qu'ils avaient le nom, les prénoms, les numéros de téléphone et les adresses, la fréquence de consultation, peut-être que c'est aussi une donnée médicale, mais je n'avais pas forcément identifié Doctolib comme étant, parce que je n'utilise pas le logiciel métier Doctolib, mais je ne l'avais pas identifié comme étant détenteur de données médicales. Peut-être une petite question qui me vient d'ailleurs, j'utilise pas mal la téléconsultation via Doctolib. Lorsque j'envoie des ordonnances à mes patients, j'ai bien compris que là, le cryptage était sans faille, mais je ne me suis pas posé la question de savoir que devient cette ordonnance. Est-ce qu'elle reste, est-ce que la donnée cryptée de l'ordonnance reste fichée chez Doctolib ou est-ce qu'elle est détruite parce que du coup devenue inutile? En fait, on applique toujours les mêmes délais de conservation sur les données et on va la stocker de manière chiffrée. Donc, pour nous, globalement, ça ne change rien. On n'a pas accès au contenu de l'information. On peut strictement rien faire. Si on essaye d'y accéder, on va voir qu'une suite de nombres aléatoires et c'est absolument inutilisable pour nous. Mais effectivement, obligatoirement, on doit la stocker à un moment pour rendre cette donnée accessible à un utilisateur.